En octobre 2020 s'est déroulée une enquête publique visant à connaître les avis des Antoniens sur la modification du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, appelé aussi PLU, est le document officiel qui fixe les règles à appliquer aux constructions dans les différentes zones de la ville. Nous exposons ici l'avis du collectif Antony Terre Citoyenne. Cette modification répond dans l'ensemble à des objectifs pertinents, même si elle est bien tardive. La modification numéro 4 de 2018 aurait dû entamer cette démarche, certains d'entre nous l'avaient signalé lors de l'enquête publique de l'époque. Mais ces objectifs sont parfois implicites ou exposés de façon incomplète. Les modifications proposées pour répondre à ces objectifs sont utiles mais insuffisantes. La lisibilité et l'intelligibilité des documents soumis à l'enquête sont imparfaites. Cette révision du PLU manque de cohérence. Voyons tout d'abord les objectifs pertinents mais insuffisamment précisés. Cette modification est présentée comme devant servir à préserver le cadre de vie antonien et lutter contre le réchauffement climatique, dans cet ordre. En réalité, rien de précis n'est prévu pour la préservation du cadre de vie dans la commune, et évidemment, très peu de spécifications urbanistiques trouvent à s'appliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles s'attachent tout au plus à limiter les effets du réchauffement climatique sur la commune. Nous ne boudons cependant pas notre satisfaction de constater que ce qui était impossible ces dernières années est devenu urgent désormais. Les objectifs implicites, presque cachés, de cette modification nous semblent au nombre de 3. La désimperméabilisation des sols, le terme n'est pas employé, le texte parle de combattre l'artificialisation des sols, ce qui n'est pas exactement équivalent, elle limite les moyens d'action. La lutte contre la canicule, le texte confond allègrement le climat et la météorologie, et l'augmentation des capacités en logements sociaux. Deuxième aspect, ces modifications sont utiles mais insuffisantes. Nous le voyons sur ces 3 points. Sur la désimperméabilisation des sols, de nombreux points positifs sont présents dans les documents soumis à l'enquête. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, avec l'objectif de 0 rejet, l'augmentation des surfaces d'espaces verts en zone pavillonnaire, la recommandation de clôture perméable à la petite faune, visant à obtenir à terme des corridors écologiques à défaut de véritables trames vertes, la petite augmentation de la surface de la zone pavillonnaire en centre-ville, et l'incitation à la plantation d'arbres dans les parcelles. Pourtant, nous restons sur ces sujets sur notre faim. L'augmentation de la surface de la zone UD, zone pavillonnaire, est très limitée. On a un retour en zone UD d'une partie de l'avenue Gabriel-Péri et du boulevard Brossolette. Il s'agit d'ailleurs, plus exactement, de la rectification d'une décision désastreuse de la même équipe municipale en 2008. Il aurait été utile de corriger aussi des classements illogiques comme les extrémités est de la Villa Daumens et de l'avenue Jeanne d'Arc, qui restent respectivement en zone UAA, centre-ville, et en zone UB, National 20, alors qu'elles appartiennent à des voies situées en zone UD, pavillonnaire. De même, la recommandation de clôture perméable à la petite faune n'est qu'une recommandation, dont on peut se demander si elle sera suivie d'effet. Une mesure plus directive aurait dû être prise. Le 0 rejet annoncé des eaux pluviales n'est en réalité qu'un objectif. Et les différents articles U423 admettent d'emblée qu'il n'est pas toujours réalisable. Se pose dès lors la question de l'effectivité de cette mesure qui reste incitative. Comment le service urbanisme, saisi d'une demande de permis de construire, va-t-il déterminer si le 0 rejet est réalisable ou pas ? Comment va-t-il déterminer, dans le cas où le 0 rejet n'est pas réalisable, si le rejet pourra ou pas être limité à 2 litres par seconde par hectare, pour une pluie de, par exemple, 2,8 litres
par seconde par hectare, telle que l'a connue récemment une commune proche. L'obligation de réalisation préalable d'études pédologiques aurait dû être inscrite pour assurer l'effectivité de la mesure. Le document soumis à enquête évoque toujours sur ce sujet la possibilité d'un pré-traitement des eaux pluviales issues du ruissellement des parkings. Cette possibilité semble dépourvue de toute portée contraignante, elle ne donne pas de prescription, elle n'évoque que les règles de chaque gestionnaire. Mais de quel gestionnaire s'agit-il ? Pourquoi dans ce cas ne pas prendre le problème à l'envers et limiter les eaux de ruissellement des parkings en édictant dans le règlement du PLU l'obligation pour les parkings, les voies carrossables et les rampes d'accès au stationnement privé de mettre en œuvre des pavés drainants ou des enrobés drainants? La nouvelle définition des espaces verts est bienvenue, ainsi que les spécifications d'épaisseur et de volume de terre végétale. Il a en effet pu être constaté, dimanche 27 septembre 2020, sur la place du marché, qu'une couche végétale d'une vingtaine de centimètres ne pouvait pas retenir les arbustes en cas de coup de vent un peu appuyé. Concernant la lutte contre la canicule, le réchauffement climatique dans le document, l'incitation à conserver les arbres existants lors de construction est louable. De même, la préservation des cœurs d'îlots en zone UD, pavillonnaire, et l'obligation de planter un arbre pour 150 m² d'espace vert vont dans le bon sens. Mais cela nécessite des précisions qui sont absentes des documents de l'enquête, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est aussi à noter que l'existence d'arbres dans les parcelles ne peut pas à elle seule être la solution pour rafraîchir l'atmosphère de la ville. Les arbres d'alignement doivent aussi être préservés ou remplacés. Le document soumis à enquête oblige, pour ce qui concerne les haies, à la plantation d'essences locales. Pourtant, dans une vision d'avenir, dans la perspective d'un réchauffement inéluctable, dont seule la portée pourrait être modulée, il apparaît plus logique de prévoir non pas des essences locales, mais bien des essences sobres, susceptibles de supporter la sécheresse et la chaleur. Sur les logements sociaux, l'obligation de réserver un pourcentage de logements sociaux dans les programmes immobiliers d'ampleur est une mesure vertueuse pour atteindre les minimums légaux de 2025 et aussi en termes de mixité sociale. Ou plutôt, ce serait une mesure vertueuse si elle était établie de façon quasi générale. Or, ce n'est pas le cas. La mesure ne concerne que les zones UA de centre-ville et UB, les rives de la RD 920, et elle ne concerne que les opérations de plus de 2000 m². En pratique, cela revient à limiter la mesure à une petite partie du territoire communal déjà très densifié et qui ne va donc pas bénéficier d'opérations immobilières d'ampleur. Le préfet a relevé qu'aucune estimation du nombre de logements sociaux créés par cette mesure n'était disponible et nous le rejoignons sur ce point. L'application aux opérations de plus de 1000 m² et l'extension de la mesure aux zones UC, habitat semi-dense, et UD, zone pavillonnaire, nous semble nécessaire. Troisième reproche que nous formulons, la lisibilité et l'intelligibilité imparfaites. Ce reproche est articulé en 3 points. Le premier point concerne les arbres dits de haute tige. Dans presque tout le document apparaît la nécessité de planter des arbres de haute tige, sauf à l'article UGE 13 où on parle d'arbres à grand développement. Mais non seulement cette notion de haute tige ne semble pas avoir de définition juridique en France, mais elle n'est pas non plus définie dans le glossaire. Décider une obligation floue, c'est renoncer à son application. Il convient donc de préciser explicitement ce que peut être un arbre de haute tige. Certes, Wikipédia mentionne que c'est un arbre de plus de 1,60 m de haut, et Madame la commissaire enquêtrice adopte cette définition. Mais pour le site travaux.com, c'est un arbre de plus de 2 mètres de haut. En Belgique, c'est un arbre dont la circonférence à 1,50 m du sol est supérieure à 40 cm, et ainsi de suite. Au minimum,
une définition dans le glossaire semble indispensable, comme d'autres intercommunalités l'ont fait, la communauté d'agglomération de Laon par exemple. Deuxième point, il existe un risque technologique inconnu sur Antony. Le préfet a porté à la connaissance du territoire Vallée Sud Grand Paris le risque technologique présenté par la société L'Hôtelier en zone UF, zone industrielle. Et il a demandé que ce risque apparaisse dans les documents d'urbanisme. Mais cette demande n'a été suivie que sur la forme. Le public ignore, à la lecture de ces documents, la nature du risque. S'agit-il d'explosion, d'émanation de gaz toxiques, d'autres choses? Troisième point, la conciliation délicate entre le règlement du plan local d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique. Dans une commune comme Antony, traversée par le RER B et le RER C, de nombreuses parcelles sont limitrophes des emprises ferroviaires. L'obligation de planter des arbres dans la partie non bâtie des parcelles va donc se confronter avec l'interdiction de planter des arbres à moins de 6 mètres du bas du talus ferroviaire. Une dérogation préfectorale à cette servitude ferroviaire aurait-elle pu être demandée en amont de cette enquête? Pour finir, cette modification du PLU nous semble de cohérence douteuse. La préservation du cadre de vie antonien, premier objectif affiché de cette modification, n'est qu'un rendez-vous manqué, aucune mesure spécifique n'étant édictée. Nous regrettons, par exemple, que cette modification n'ait pas été l'occasion d'imposer dans les opérations immobilières d'une certaine ampleur des locaux collectifs pour les syndicats de copropriétaires et les associations de locataires. De même, une mesure sur les interphones dans les habitations collectives, interphones vocalisés à portée des personnes se déplaçant en fauteuil, aurait eu toute sa place dans ce document. Alors que cette modification est présentée comme devant lutter contre le réchauffement climatique, on y trouve aussi des mesures qui s'inscrivent au contraire dans la démarche d'adaptation de la ville aux automobiles les plus énergivores. Ainsi, l'augmentation de la taille des places de parking de 1 mètre carré par véhicule ne reflète que l'abandon de la collectivité face au marché. Les constructeurs automobiles de SUV applaudiront.